Mardi 11 février 2020, le romancier Régis Geoffrey présentait à la librairie Ombre Blanche son nouveau roman intitulé Papa, publié au Seuil Éditions, lors d'une rencontre animée par Jean-Antoine Loiseau. Bonne écoute. What is that overstated? Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver pour cette rencontre avec Régis Geoffrey qui va évoquer son tout nouveau roman publié aux éditions du Seuil, il s'appelle Papa. On s'était vu ici il y a quelques temps, Régis Geoffrey, tout à fait. Claustria, ça remonte déjà. Alors vous êtes l'auteur, vous êtes né à Marseille, j'en parle parce que Marseille a une importance capitale et pour cause dans ce livre. J'aurais pas forcément dit sinon on est à Marseille, mais je trouve que là il faut le souligner. Vous êtes l'auteur de nombreux romans, je ne vais pas tous les citer, donc Asile de fous notamment chez Gallimard qui avait reçu le prix Femina. Il y a également donc aux éditions du Seuil Claustria, j'en parlais, la balade de Rikers Island, Bravo ou Cannibal, toujours au Seuil. Vous êtes connu aussi pour microfiction, les ouvrages de microfiction, et notamment le tout dernier, en 2018, qui a reçu le prix Goncourt de la Nouvelle. Alors, moi, j'ouvre ce livre et je me dis, Régis Geoffrey, quand même, il se lance. Alors, on pourrait croire sur une espèce d'odyssée familiale, parler du père, parler de sa mère aussi, parce que vous évoquez Alfred, le père, mais aussi la mère, Madeleine, qui est aussi là, bien présente. Et en fait, je trouve que ce qui est très réussi dans ce roman, c'est notamment au-delà de l'écriture, au-delà aussi d'une réflexion sur la littérature aussi. C'est une sorte d'enquête aussi à la recherche du père, parce que finalement, vous savez assez peu de choses de lui, pour des raisons qu'on va évoquer au fur et à mesure. Mais tout commence finalement par un livre qui est dédié, vous nous direz, si je ne me trompe, j'ai pensé que c'était vos enfants, mais... C'est mon enfant. Voilà, tout à fait. Pour Marius et Fabiola, donc il y a cette notion de transmission qui est très importante aussi, je trouve que... Voilà. Et tout part donc d'un documentaire, en fait, de septembre 2018. Vous êtes sur votre canapé, en train de regarder la télévision, et voilà, 22h à peu près, je suis posé sur mon canapé, la télévision est allumée, diffusant un documentaire intitulé « La police de Vichy ». Je vois apparaître l'immeuble marseillais du 4 rue Marius Geoffrey, on dira qui est Marius Geoffrey peut-être par la suite, où j'ai passé toute mon enfance. Ma mère a vécu là jusqu'à son départ en maison de retraite. 2 ans plus tôt, j'ai vidé son appartement fin décembre. Le temps de bloquer l'image, l'immeuble a disparu. Je reviens en arrière. Je reconnais jusqu'au pavé en céramique du hall d'entrée qu'on distingue dans la pénombre. Une séquence de 7 secondes. 2 gestapistes sortent de l'immeuble avec un homme menotté. Ils le traînent jusqu'à une Citroën traction avant. Un 3e homme est au volant. Avec leurs costumes bien coupés, leurs impeccables chapeaux, ils semblent sortis d'une fiction. La scène est un chant contre-champ. Au début de l'action, la caméra est plantée face à l'immeuble. La fin est filmée depuis le trottoir. Les gestapistes paradent, en font beaucoup trop, même pour des acteurs amateurs. D'après le commentaire, nous sommes en 1943, quelques mois après l'invasion de la zone libre par les nazis. Peut-on dire, donc, Régis Geoffrey, que si vous n'aviez pas vu ce documentaire, vous n'auriez peut-être pas écrit ce livre ? Ah, c'est certain. C'est certain ? Ah oui, non, ça c'est certain, parce qu'au départ, j'ai écrit ce livre pour essayer de remonter la piste de ce documentaire, c'est-à-dire pour essayer de savoir ce qu'il en était de mon père, qui n'était pas résistant à ma connaissance, qui n'avait surtout rien eu à faire avec la Gestapo à cette époque. Donc j'ai essayé, alors donc j'ai appelé quelqu'un que vous devez connaître qui s'appelle Yvan Jablonka et il m'a dit, qui est historien et romancier, qui m'a dit il faut que tu appelles les archives régionales. Alors j'ai appelé les archives régionales et alors ils m'ont dit qu'il n'y avait rien dans les archives de la police et que quant aux archives de la Gestapo, il n'y en avait pas. Parce que les archives de la Gestapo ont été détruites d'une façon générale, parce que les nazis déjà les ont, dès le printemps 44, même dès février 44, ils les ont fait renvoyer à Berlin. Et à Berlin, elles ont en majorité brûlé sous les bombardements, donc il n'y a pas d'archives. En fait, je ne saurais jamais, puisque tout le monde est mort de l'époque, et ce qui est le plus extravagant dans l'histoire, c'est que c'est pas tellement l'histoire qu'on a arrêté mon père en réalité, c'est qu'il y a eu ce tournage en 1943, alors que des tournages, il n'y en avait pas, dans cette petite rue qui était habitée, donc tout l'immeuble était habité par ma famille, et le reste de la rue, qui est une toute petite rue, était habité par des gens de la famille un peu plus éloignés. Donc comment se fait-il que
ce tournage ne soit pas, entre guillemets, dans l'histoire de la famille, quoi. J'ai vu un cousin à moi, je lui dis, mais tu sais, quand on était gosse, on habitait là, s'il y avait un tournage, on en aurait parlé. Il me dit, ah bah oui, on en aurait parlé. Parce qu'à l'époque, en plus, il faut se figurer qu'à l'époque, il y avait un camion, il y avait une caméra sur pied, il y avait des techniciens, il a fallu... Enfin, c'est un tournage qui a duré une demi-journée, quoi. J'étais pas là, quoi, pour 6 secondes, voilà. Donc, c'est tout. La conclusion, puisqu'on arrive à la conclusion, là, sur ce truc, c'est que ça peut être des images de la propagande allemande, parce que quand on regarde, l'arrestation est correcte. Voilà, mais bon, voilà. Donc effectivement, je suis tombé sur autre chose en cherchant l'histoire du documentaire. Je suis tombé sur mon père. Voilà. Votre père qui donc est décédé en 87, hein, c'est ça, il faut bien le dire, et qui donc avait la particularité d'être, entre autres, atteint de surdité assez tôt dans sa vie, hein, puisque c'est à l'âge de, je crois, 5-6 ans, oui, ça a une méningite, et puis la surdité est venue petit à petit. Mais enfin bon, moi je l'ai connu presque sur Total, et après il était sur Total, quoi. Voilà. C'est un peu, quand je parlais d'enquête, est-ce que vous êtes d'accord avec cette... Entre autres, c'est à la fois un roman, mais une enquête avec des questionnements successifs, comme si le livre était... Vous l'élaboriez en l'écrivant, je crois. Oui, enfin, comment dire, voyez, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'enquête n'a pas été tellement... puisque la partie, dirais-je, historique, purement historique, n'a pas été du tout fructueuse, mais il y a eu une enquête finalement intérieure sur lui et sur moi par conséquent, parce que quel était donc cet homme qui sortait de cet immeuble, quand même entre les mains de 2 policiers de la police la plus épouvantable de tous les temps. C'est-à-dire, c'est la Gestapo. C'était quand même le pire de ce qu'on peut imaginer. Et qui était-il à cette époque? Alors peut-être avait-il été résistant, mais peut-être pas, à mon avis non, mais mis à part ça, qui il était, parce que ça, c'était quelque chose, je ne le connaissais pas en fait. C'était quelqu'un d'extrêmement éteint, dirais-je, parce qu'il était, en plus d'être sourd, il était bipolaire, il était sous Aldol, qui est un neuroleptique, oui. Donc moi j'ai pas parlé avec lui, pratiquement jamais parlé avec lui comme un père peut parler avec son fils. Donc en effet c'était quelqu'un qui était toujours là mais que je ne connaissais pas. Donc j'ai fait entre autres une sorte d'enquête intérieure et puis une enquête dans le temps aussi pour essayer de voir quelle personne il a pu être. Chose que j'ignore et que j'ignorais et que j'ai essayé de reconstituer avec le peu de choses que j'avais, quoi. Je sais que vous n'aviez pas l'habitude, c'est vrai, dans vos précédents livres, d'aller sur cette partie très intime, finalement très personnelle, mais il n'y a pas du tout... Moi, j'ai lu votre roman comme plutôt un livre finalement assez... Voilà, c'est pas une réconciliation, parce qu'en fait, en même temps, vous venez de le dire, il vous parlait peu, il était très absent, présent, mais tout en étant assez isolé dans son monde de surdité. Mais en même temps, c'est un livre, il n'y a pas de rancœur, quoi, il n'y a pas il n'y a pas de règlement de compte. Voilà. Ah non, non, mais je veux dire, c'est parfois dans les livres, vous savez ce que c'est. Mais c'était, non, il n'y avait pas de règlement de compte, d'autant plus qu'il est mort il y a très longtemps. Hein. Donc je pense que j'aurais une volonté de règlement de compte, je l'aurais réglé avant. J'aurais réglé avant parce que... Non, et puis là, je vais à l'encontre de tout ce que j'ai pu penser et dire, c'est-à-dire ce côté d'aller dans l'intime, etc., ce que j'ai jamais fait. En plus, là, moi, j'ai été effaré de ce que j'écrivais, quoi, au fur et à mesure, parce que j'aurais jamais cru pouvoir écrire des choses aussi... aussi personnel, aussi intime. Et puis ça a été aussi, c'est pour ça que c'est dédié à mes enfants. C'est un homme qu'ils n'ont pas connu puisqu'ils sont nés après, mais dont finalement personne ne leur avait parlé. Moi, j'ai dû très peu leur en parler. Et puis surtout, ce qui est beaucoup plus étrange, c'est que avec leur mère, on s'est aperçu que ma mère, donc leur grand-mère, ne leur en avait jamais parlé. Même jamais prononcé ton grand-père ou quoi que ce soit. Ça, c'est plus étrange.
Voilà, mais jamais, à aucun moment, elle avait évoqué. Ce qui était curieux, parce que mon père jouait un peu de piano. Quand mon fils s'est mis à en faire, elle aurait pu lui dire: ah ben ton grand-père aussi jouait du piano, quoi. On s'est aperçu récemment qu'en fait, jamais elle avait prononcé. Et j'ai demandé à mes enfants, non, jamais, pas une seule fois, elle a dit ton grand-père. Jamais, c'était jamais arrivé. Il y avait une sorte de blackout extrêmement curieux. Voilà. Donc, moi, c'était pas un blackout, c'était simplement que, bon, il était mort, qu'effectivement, j'avais eu fort peu de rapport avec lui, quoi. Voilà, et je n'avais pas de souvenirs communs, surtout. C'est-à-dire, je pouvais pas dire qu'avec mon père, on était allé au théâtre, avec mon père, on était allé au foot, quoi. Voilà. Mais du côté de ma mère, visiblement, il y avait un blackout, voilà. Le fait que vous revendiquez le terme de roman, la réalité justifie la fiction, c'est en effet la citation en épigraphe du livre. Vous êtes obligé, entre guillemets, enfin, contraint, si je puis dire, d'essayer de remplir les blancs, un petit peu d'imaginer. Il y a peut-être des scènes, évidemment, qui sont vraies, enfin, véridiques, évidemment, mais d'autres où c'est... C'est-à-dire que je fais avec ce que j'ai. C'est un peu comme quand on a un fémur de mammouth et une mâchoire, on essaie de reconstituer le tout, voilà. Et par exemple, le voyage de noces de mes parents, tous les principaux éléments sont vrais parce que je les connais. Ils sont réellement allés à Florence, réellement chez ce coiffeur. Ça a duré réellement une semaine. Ils sont réellement allés visiter le Vatican à Rome avant de partir, etc. Il y a l'appartement en bas, je le connais, je m'en souviens, j'ai des souvenirs. Tout. Après, évidemment, le jour de ma conception, vu les idées moralistes de l'époque, je n'étais pas là. Donc, voilà, c'est difficile à en parler. Un livre aussi qui est ancré dans un quartier, enfin à Marseille, rue. Alors, en effet, ça porte le nom de. C'est un ancêtre arrière, je sais plus. C'est mon arrière-grand-père, et mon fils s'appelle pareil, donc je suis la seule personne à être né dans une rue qui porte le nom de mon fils. Voilà ce que je dis. Mais c'est une petite rue à Marseille. Voilà, oui. Non, mais toutes les rues du quartier, c'est des noms en fait des gens. C'était des gens qu'on appelait des architectes maçons, des sortes d'entrepreneurs de maçonnerie qui construisaient des immeubles dans des endroits où en fait il y avait la campagne plus ou moins. Enfin, il y avait pas la ville n'était pas là, quoi. Tout le quartier, c'est à peu près. C'est pas des gens c'est pas des personnages historiques ou qui ont fait des choses extraordinaires. Comment, parce qu'on parle de vos enfants, là, vous leur dédiez le livre, comment ont-ils réagi? Est-ce qu'ils l'ont lu? Non, ils ont une très bonne réaction. Oui, tout à fait. Du coup, ils découvrent. C'est-à-dire que pour eux, c'est même pas une découverte parce qu'ils l'ont jamais vu. Donc ce côté-là. Non, c'est plutôt sur mon enfance à moi que ça les a bouleversés sur mon enfance. Mais sur mon père, il l'avait. Étant donné qu'en fait, moi, j'en avais très très peu parlé, leur grand-mère pas du tout, et qu'ils l'avaient jamais connue, à la limite, c'est un inconnu. C'est un inconnu, et voilà. Et quand c'est un grand-père, c'est pas quelqu'un qui vous manque comme si c'était un père ou une mère, parce qu'ils avaient un grand-père de l'autre côté. Donc, je sais pas, c'était pas un manque chez eux, donc voilà. Mais en même temps, effectivement, c'est une plongée dans mon intimité aussi. Et j'aurais jamais pensé que j'aurais pu aller si loin dans ce genre de domaine. Oui, et en évitant les pièges, si je puis dire, de tomber dans le pathos, en étant vraiment toujours... Un livre aussi sur la littérature, enfin, sur l'acte littéraire, l'écriture, un travail sur la mémoire. Qu'est-ce qu'on fait la mémoire? Forcément, on la recrée toujours. Enfin, je veux dire, quand on parle d'un épisode du passé, on est forcément amené, enfin, j'imagine, à travailler dessus. Mais vous savez qu'au niveau des neurosciences, par exemple, à Toulouse, c'est à Toulouse qu'il y a eu une usine qui a explosé, je me trompe. Voilà, AZF, les traumatisés d'AZF, il y a une des thérapies qui consiste, on donne de l'avlocardil, c'est un bêta-bloquant aux gens, on leur fait écrire leur traumatisme, et puis une semaine après, ils relisent la chose sous avlocardil, etc. Parce qu'à chaque fois qu'on se remémore un souvenir, il est réécrit en soi.
Alors l'avlocardie, ça empêche les émotions physiques, les battements de cœur, etc. Donc peu à peu, le souvenir arrive à disons, à se dédramatiser. Mais c'est pas pour ça que je dis ça, c'est qu'en fait, effectivement, les souvenirs sont réécrits. À chaque fois qu'on pense, on les réécrit dans notre cerveau. Mais moi, autant que faire se pouvait, j'ai essayé justement de me tenir de dire toute la vérité, de me tenir à la vérité quand j'avais les pièces, les éléments. Voilà. Ils ne sont pas si nombreux que ça. Il en manque beaucoup. Alors, il en manque beaucoup avant que j'ai 3 ou 4 ans, quoi. Mais cela, il en manque beaucoup. Mais c'est surtout, c'était une recherche un peu de qui était mon père quand il était adolescent, par exemple. J'ai retrouvé une photo ou deux, mais à l'époque on prenait pas beaucoup de photos, hein, donc c'était pas comme aujourd'hui, on en aurait trouvé pas mal. Mais donc quel était ce jeune homme? Parce qu'il y a aussi un autre problème là dont je parle pas d'ailleurs, et je vous en parle maintenant, c'est que cette méningite qu'il avait eue à l'âge de 5 ans, je crois. En fait, il avait dit à ma mère qu'après cette méningite, ça devait être un peu plus tard, c'est 8 ans. Enfin, vous savez, c'est pas des choses qui sont tellement répétées dans les familles, je sais pas pourquoi. Il avait senti un seuil de compréhension, c'est-à-dire intellectuel. Parce qu'en définitive, sa surdité aurait pas dû l'empêcher de faire des études, j'allais dire au contraire, parce que ça l'aurait pu se concentrer à la limite sur l'étude. Et je pense qu'il y avait un problème aussi d'assimilation, un problème, parce qu'on m'avait dit que, vous savez, dans les familles, que quand avant cette maladie, il était plutôt surdoué. Voilà. Et que il y a quelqu'un aussi qui m'a dit de ma famille que sa fille aussi était surdouée, qu'elle avait eu une méningite et que ça lui avait passé. Donc il y a ce côté-là aussi. Il n'y a pas eu beaucoup de chance, hein, cet homme, parce que donc il a eu cette méningite, il a eu cette surdité, il a eu cette bipolarité. À part moi, il a pas eu beaucoup de chance. Vous, c'est formidable. Non, mais c'est vrai, ça fait partie des gens. La fée qui s'est penchée sur leur berceau n'a pas donné grand-chose. Hein. Oui, puis cette surdité, elle vous isole totalement. Il y a des passages, c'est même pire que d'être. Enfin, je ne sais pas si on peut comparer, mais pire que d'être aveugle, parce qu'à la limite, dans l'échange avec. Au niveau de l'isolement, il est total. Voilà, on est totalement dans son monde. Puis c'est pas un handicap qui plaît tellement aux gens, parce que un aveugle ou quelqu'un qui est sur un fauteuil, on peut parler, il y a aucune différence. Tandis qu'avec un sourd, les contacts sont extrêmement pénibles de toute façon. Donc en fait, il n'y en a pas parce que les gens en ont marre assez vite. Et le sourd le sait. Et donc en fait, il se met à l'écart tout de suite en réalité. Parce qu'il indispose tout le monde, parce qu'il parle trop fort, parce que de toute façon... c'est très difficile, il comprend de travers. Donc le sourd est un individu qui est mis à part, sauf les sourds qui sont sourds de naissance parce que ils ont appris le langage à lire sur les lèvres, etc. C'est un tout autre processus. Je parle de ceux qui sont devenus sourds. C'est pas du tout la même chose parce que eux, ils sont beaucoup plus adaptés au monde extérieur. Ça n'a rien à voir. Mais je parle des sourds, des devenus sourds. Il y a ce côté qui sont complètement en retrait. À propos des photos, justement, de la mémoire, peut-être me permettre de lire un autre passage que je trouve très, 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 très beau. Il ne faut pas abuser des photos quand on cherche à se souvenir. Elles sont trop sûres d'elles-mêmes si elles ne sont qu'un atome de ce qu'elles représentent. Elles sont trop sûres d'elles, et même si elles ne sont qu'un atome de ce qu'elles représentent, elles vous imposent leur point de vue comme si elles avaient capté l'entièreté du réel. Elles sont despotiques, elles castrent l'imagination qui est le seul instrument capable de restituer la totalité d'un instant passé. On ne peut déduire les humains de leur image ni la vie d'une captation vidéo de la vie. Celle de l'arrestation montre l'extérieur de mon père, mais c'est à l'intérieur de son crâne que se trouvait l'essence de cet instant dont aucun procédé ne semble actuellement capable de nous donner la moindre idée. À chaque fois qu'on se souvient, le souvenir se modifie, alors que la photo est une imbécile qui ne change jamais d'avis. Comme si le passé était du présent gelé, alors que notre passé est vivant, tant que nous le sommes encore, nous aussi. On est en droit de le jeter en vrac sur le tapis pour mieux le dépoussiérer, le ranger selon l'humeur sur les rayons de notre chronologie, comme des livres
sur ceux d'une bibliothèque. À quoi servirait d'évoquer son père décédé une trentaine d'années plus tôt, si c'était avec le projet cruel et prétentieux de vouloir le faire apparaître tel qu'il fut? Je veux l'apprivoiser, le poncer, passer l'estompe, l'astiquer comme une paire de vieux souliers pêchés dans un grenier. Je ne voudrais pas être obligé de le condamner irrémédiablement, d'en faire un père inutilisable, impossible à rédimer. J'en ai besoin de cet homme. Je ne peux accepter de vivre sans lui le bout de vie qui me reste. Je projette de restaurer sur les ruines de ma mémoire, analysant le moindre fragment pour essayer de le rebâtir sans tous ces vices de construction qui l'ont empêché d'être lui. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un de n'avoir pas existé. Alfred n'existait pas beaucoup. Il existait à peine. Une dentelle de papa, quelques fils autour de vide, de manque, d'absence, de déception, de ne trouver personne au lieu de quelqu'un. Un jour, un gosse de l'école s'était moqué de sa surdité. Je regrette encore de lui avoir répondu avec si peu d'humour. Ce n'est pas sa faute. Je devais avoir 8 ans à cet âge. On n'a pas toujours la répartie cinglante. Je suis toujours à le disculper aujourd'hui, non d'avoir perdu Louis, mais de n'avoir pas été le père dont j'étais affamé. Alfred, tu n'étais même plus un homme, juste un organisme, avec au fond de la coquille un ego dévasté, piqué sur le cerveau comme un papillon sur un bouchon de liège. Cette vie de poisson rouge dans le bocal de ta vie misérable, à travers lequel je te voyais aller de la cuisine, où tu réchauffais ton café, jusqu'au fauteuil dans lequel tu t'écrasais pour t'abrutir dans la lecture des avis de décès, des prévisions météorologiques, des articles sur la reconstruction des quartiers nord, dont tu n'avais pas plus à faire que de mon chagrin de t'avoir perdu vivant, et toi criant au lieu de parler, chantant soudain des chansons datant de l'époque où tu entendais encore « Épave de papa, papa coulé, obsédant au fond de la mare », et j'essayais à tout instant de t'oublier, de faire le deuil de toi, toi par-ci, toi par-là, toi qui jamais ne partais en déplacement, qui étais toujours dans l'appartement, chien errant. Mais je ne suis pas fils de chien, de molosse, de toutou, de carlin, de bête belle, immonde, savante, mon père, tu étais toujours ici, toujours là pourtant. Cependant, malgré tout, quoi qu'il en soit, de papa, je n'en avais pas. Je m'arrêtais. Mais pour dire que cela, je trouve que c'est un livre où vous essayez de le reconstruire au fur et à mesure, enfin de mettre des hypothèses en avant et d'essayer d'aller le chercher, quoi, de le trouver plus que de le retrouver finalement, parce que vous l'avez pas, il n'y a même pas le retour, enfin c'est le trouver tout simplement, je crois, non enfin, oui, puis c'est un livre où je me suis aperçu qu'il me manquait, parce que je savais pas avant de commencer. Je savais pas avant de commencer qu'il me manquait. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Il avait disparu corps et biens en 87. C'est curieux. C'est très curieux. Et ça, je m'en suis aperçu après l'écriture du livre, que en fait, ma mère n'en avait jamais parlé. Avec le recul, ça me fait bizarre. Ça très étrange. Cet homme disparu. En fait, cet homme disparu qui pourtant, justement, étant disparu, n'avait plus les inconvénients qu'il avait quand il était vivant. Puisque un homme disparu, on peut en faire ce qu'on veut. On peut parler d'un grand-père en lui parlant des qualités de ce grand-père, qui jouait du piano, qui écrivait des vers. Tout le monde ne sait pas en écrire, voilà. Et jamais en avoir parlé. Pourquoi n'en a-t-elle jamais parlé ? Ça reste... C'est un nouveau mystère pour moi. C'est un livre pétri de mystère, enfin, qui est irrigué de beaucoup de silence, de vide, de mystère. C'est très mystérieux parce que là, mon père, et si vous voulez, quand même, il faut voir que c'est tombé sur moi parce que déjà, quand vous n'avez pas de père résistant, que vous appreniez qu'il a été arrêté, vous avez déjà une chance sur 1 million si vous ne le savez pas. Mais en plus qu'il ait été filmé, Jablonka justement m'a dit mais on filmait jamais les arrestations et il m'a envoyé la seule vidéo d'arrestation sous le régime de Vichy qu'il connaissait et qui est un truc qui n'a rien à voir, qui est dans l'extérieur, ils arrêtent 25 personnes et donc j'ai pas de chance parce qu'on les filmait jamais sauf cette fois-là. C'est quand même curieux. Voilà, parce que reconstitution, ça peut pas être une constitution parce que l'origine, enfin, c'est la dernière fois
où on arrive à cette archive, c'est en 1947. C'est une archive, c'est un film qui s'appelle Voilà Marseille, c'est un film de propagande communiste pour la réélection d'un certain Christoffel à la mairie, qui n'a pas été réélu. Donc ils prennent des images de briques et de broc parce qu'ils n'ont pas d'argent, quoi. C'est un documentaire qui doit faire 20 minutes et donc le commentaire sur ces images, c'est pendant ce temps Marseille résistait, etc. Bon, c'est absolument impossible que le Parti communiste ait filmé un bourgeois pour glorifier les bourgeois qui résistaient. Et puis mon père, pour lui, le Parti communiste était à peu près la succursale de Satan, donc je ne vois pas du tout avoir posé pour eux. Et en plus, les bourgeois à l'époque rêvaient pas d'apparaître sur des grands écrans avec les menottes au poignet. Ça les amusait pas du tout. Donc bon, la reconstitution est de toute façon. Et puis en même temps, pourquoi, si ça avait été une reconstitution, ce qui est absurde, pourquoi n'en ont-ils pas parlé? Parce qu'autant quand vous êtes arrêté, c'est pas volontaire, mais une reconstitution, vous êtes quand même volontaire dans l'affaire. Donc voilà, c'est un mystère de plus. Voilà, donc c'est que des mystères, et mon père aussi est un mystère, et donc cette histoire avec moi donc n'a été que ce qu'elle était. Elle a été il m'a pas donné grand chose, presque rien, mais en même temps il n'avait pas grand chose à me donner dans l'état où il était. C'est ce qu'on peut dire. Voilà, qu'est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il était mal intentionné? Non. Est-ce qu'il m'aimait pas? Non. Et donc, les gens, ils vous ont donné ce qu'ils pouvaient. Alors, simplement, il y a des handicaps qui sont visibles, comme bon, la surdité, à la limite. Et après, cette espèce d'enfermement que provoque l'aldol, qui est un des premiers neuroleptiques, qui était utilisé par les soviétiques dans les cliniques psychiatriques. On donnait ça aux dissidents, Sakharov, etc. C'est un médicament qui empêche un peu de penser, qui rétrécit l'être. Voilà, donc est-ce qu'on peut lui en vouloir? Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas de rancune nouvelle, les rancunes que je n'avais pas. Mais je m'aperçois que je l'ai sorti un peu du néant, parce que pourquoi était-il à ce point-là dans l'oubli? C'est très curieux. Très curieux qu'il ait été à ce point-là dans l'oubli, comme si pratiquement il n'avait pas existé. En vidant justement l'appartement où était ma mère, il n'y a pas de photo de lui. Voilà, il y en avait dans les tiroirs, mais au mur, il n'y en avait pas. Il y avait que des photos de moi. Il y avait des photos de mes enfants petits, mais les photos de moi, c'est bien que quand je dormais à Marseille, chez ma mère, j'avais l'impression d'être Staline, parce que j'étais partout. D'ailleurs, avant de me coucher, j'en ai enlevé, parce que ça faisait très bizarre. Voilà, et donc ce père disparu. Voilà, en réalité, c'est un père disparu et qui était là. Parce que souvent, les gens ont des pères qui sont partis ou qui sont morts. Moi, il était là, il n'est jamais parti, même pas une journée. Et pourtant, alors là, pour le coup, c'est un inconnu. Et ça demeure en grande partie un inconnu. Parce que, par exemple, pourquoi n'a-t-il pas écrit ? Puisqu'il avait cette facilité déjà à écrire des vers, ce qui n'est pas évident. Bon, et pourquoi n'a-t-il pas écrit, étant dans cet état-là? C'était quelque chose qu'il aurait pu faire, tenir un journal, etc. En tout cas, je n'ai retrouvé aucune note, et puis je ne l'ai jamais vu écrire non plus. On peut dire la place de votre mère, parce que c'est Madeleine, hein, ça, dans le livre. Elle occupe forcément un espace assez important. Est-ce qu'on peut penser peut-être que c'est lié aussi à la surdité, hein, donc du coup qui fait que quels étaient les rapports entre eux? Vous imaginez, ça, des très belles scènes où vous imaginez leurs rencontres. Vous imaginez dans une bibliothèque, je crois, si je me souviens bien. Oui, c'est vrai, ça s'est passé comme ça, d'accord. Ça s'est passé ils sont rencontrés dans une bibliothèque de la rue Montgrand, Marseille. Ah, oui. Et donc, imaginez, c'est un beau livre aussi sur ce qu'on peut imaginer des parents, qu'on n'a pas connus forcément. Oui, à l'époque, on ne les a pas connus, oui. Avant
Mais là, j'avais quelques éléments que ma mère m'avait racontés, donc qui sont assez révélateurs en fait, parce que par exemple, la première fois qu'il l'avait invité, il l'avait invité chez lui à déjeuner. Alors il vivait chez sa mère, mais sa mère n'était pas là, elle était partie en vacances, enfin peu importe, et il lui avait cuisiné un poisson. Donc ça, c'est authentique, mais c'est assez significatif pour l'époque, parce que les hommes cuisinaient pas. C'était quelque chose d'un garçon qui ne roulait pas sur l'or, parce que qu'un homme cuisine un poisson alors qu'il n'était pas du tout dans la cuisine, c'était à l'époque, c'était très curieux. D'une certaine façon, c'était très étrange, quoi. C'était un événement qu'un homme qui ne soit pas un professionnel de la cuisine. Voilà. Ou un homme qui repasse une chemise. C'était dans les années... on est dans les années 50, là. Et ce que j'aime beaucoup dans le livre, c'est aussi cette... Il y a une voix qui parfois intervient, sur celle du narrateur, qui essaie de corriger un petit peu les choses. Après, je pensais à Nathalie Sarraute, un romancière que j'aime beaucoup, Portrait d'un inconnu, notamment Enfance également. Est-ce que c'est pour vous, voilà, une autrice, comme on dit maintenant, qui... C'est-à-dire, moi, j'ai toujours fait ça. Hein. J'ai toujours un peu fait ça. Parce que... Oui, j'avais beaucoup aimé quand j'avais lu Nathalie Sarraute. Oui, tout à fait. Oui. Mais ça, je l'ai toujours... c'est plutôt des choses, oui, c'est assez naturel chez moi. Donc, j'ai pas beaucoup d'analyse là-dessus, parce que c'est assez... ouais. Alors, je disais justement, un livre dont on a le sentiment que vous posez des hypothèses, forcément, hein, au fur et à mesure, que vous écartez ou que vous nuancez. C'est un livre traversé par le doute, je trouve. Enfin, du début à la fin, forcément. Oui. Est-ce que vous n'aviez pas du tout d'idée de construction, de plan, j'aime pas ce mot-là, mais enfin sur la construction du livre lui-même, parce qu'on a vraiment le sentiment, il y a des très, très belles fins, je ne vais bien sûr pas en parler, mais avec des passages magnifiques. Vous laissiez porter un petit peu. C'est-à-dire, là, oui, parce que je raconte au fur et à mesure mes pérégrinations pour justement essayer de remonter jusqu'au début de cette archive. Et oui, j'ai écrit, parce qu'au départ, je ne comptais pas du tout écrire ce livre-là, c'est-à-dire je comptais vraiment remonter la pente pour cette vidéo et retrouver les origines, qu'est-ce qui s'était passé, etc. Au départ, c'était le but, j'aurais jamais imaginé écrire ça. De toute façon, j'ai été assez médusé en l'écrivant, parce que j'aurais jamais pensé que j'aurais osé le faire, quoi. Pour moi, c'était une impossibilité. Puis même, c'était quelque chose que j'avais toujours critiqué, quoi. Les gens qui racontaient leurs affaires, qui racontaient leur enfance, etc., quoi. Et en fait, voilà, je me suis repris dans la gueule, quoi. Parce qu'autrement, c'était pas du tout... Moi, je disais toujours, j'écrirais mes mémoires quand j'aurais plus d'imagination, mais là, je crois que quand j'aurais plus d'imagination, j'aurais plus rien, je pourrais plus écrire du tout. Donc, c'était vraiment l'idée que je les écrirais jamais, quoi. Voilà, parce qu'effectivement, j'ai pas l'impression d'avoir eu une vie particulièrement extraordinaire, sauf quand on découvrira que j'ai été arrêté, je sais pas par qui. Peut-être une vidéo. Voilà, une vidéo, voilà, je sais pas. Mais d'ailleurs, c'est à ce point incroyable pour moi que j'ai vraiment la sensation, mais vraiment réelle, que si mon père était là et que je lui montrais la vidéo, il saurait pas ce que c'est. Cette vidéo, elle est tellement folle que ça va jusque-là. Hein. Des abîmes de... Ah, voilà. En fait, ce qui est important dans le livre, il faut le souligner, c'est que vous l'écrivez, Régis Geoffrey, c'est que vous avez été aimé, hein, choyé, vous avez une enfance, par les deux, enfin, même s'il était peu commun. Il y a un passage où au moment du bac, je crois, et vous dites que vous avez eu votre bac, il vous pose la question, tu réussiras, si je me souviens bien, oui, c'est ça. Point d'interrogation. Vous répondez, vous faites un hochement de tête, et puis après il passe à autre chose, il reprend son journal. Ouais, c'est peut-être la seule communication. Oui, il y avait à peu près aucune communication. Oui, il n'y en avait aucune. Oui. Mais ni avec moi, ni avec personne, en fait, en réalité. Parce que c'est comme ça. Vous savez, la vie familiale, c'est une habitude. Hein, et quand on a l'habitude de rien dire, on ne dit rien, j'ai l'impression. Voilà. Moi, je dis beaucoup, donc c'est une habitude aussi. Non, voilà, pour dire que c'était une enfance aimée, choyée. Oui, faut pas le souligner. Oui. Écrivez. Oui. Ah oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Cette volonté. Aujourd'hui, à 64 ans, je devrais être déjà guéri de mon enfance par ailleurs merveilleuse, douillette. Je fus aimé, gâté, choyé, dorloté.
Est-ce que l'être humain peut espérer un jour cesser de se considérer comme un vieux bébé? Peut-on tuer l'enfant au fond de soi pour devenir un adulte à l'état d'élixir? Faut-il continuer à traîner ce gosse qui jamais ne grandira et mourra avec soi sans avoir vieilli? L'impossible solitude de l'être humain. Alors après, c'est intéressant sur la multiplicité de ce que nous sommes finalement. Nous sommes finalement des êtres, évidemment, pas d'un seul bloc complexe. Nous sommes la foule de ces êtres que nous avons été successivement à chaque instant depuis l'origine. En ne comptant qu'un Régis par jour d'existence, en omettant ceux qu'il fut dans le ventre de Madeleine, ils sont à mon âge 23 500. L'un, à la seconde où je vous parle, sort toujours en hurlant du ventre de Madeleine, l'autre tète un biberon de lait maternisé, et celui-là qui marche pour la première fois perd son pucelage, publie son premier roman, procrée, sans parler de l'infinité de Régis qui ont aimé, détesté, ri, pleuré, nagé, skié, écrit, craint la mort, cru mourir, dévoré, bu, fumé, pas dormi, sommeillé, connu des moments d'euphorie, vu Alfred arrêté, entrepris sans pudeur de se dire pour la première fois, afin d'essayer de se construire ce qu'on est accoutumé d'appeler un père, sans compter les Régis qui attendent leur heure tapis dans l'ombre, dont ce pauvre monsieur qu'on soulève de son lit pour le placer dans un cercueil. Il ne faut jamais faire d'inventaire, ça cabosse la joie d'exister. C'est... Ouais. Oui. Ajouter derrière. Oui. Mais oui, non, moi j'aurais jamais pensé, j'aurais jamais pensé écrire ce livre-là, quoi. Ça a brisé beaucoup de choses en moi. J'aurais jamais pensé pouvoir aller dans ce que j'ai toujours détesté, quoi, en fait, cette espèce d'écriture, de l'intimité, surtout en France, où c'est quand même assez. C'est très pratiqué, quoi. C'est très pratiqué. Donc voilà, c'est-à-dire que le fait de se remémorer le passé et surtout l'enfance, c'est très pratiqué. Et j'avais tort. Finalement. J'avais tort. J'avais tort de critiquer les gens. Voilà. Donc, voilà. Non, mais moi j'ai une façon d'exclure les gens souvent, de dire oui, on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça. Et en fait, ce que je dis qu'on ne doit pas faire, il faudrait que je fasse très attention à ce que je dis parce que c'est justement peut-être ce que je vais faire demain. Donc, voilà. Et oui, voilà, exactement. Après, oui, c'est une... Comment dire je parlais de votre mère, justement. Est-ce que, dans la façon d'écrire ce livre, vous pensiez forcément l'évoquer, c'est normal, bien évidemment, mais est-ce qu'elle est restée à la place que vous pensiez au commencement de l'écriture, ou est-ce qu'elle a pris finalement une plus grande importance? Comment vous avez un peu élaboré la construction du roman, quoi, Non, en fait, je suis arrivé à ce qu'elle ait moins d'importance que lui. Oui. Justement, je voulais que ce soit un livre sur lui qui n'avait pas du tout... qui n'a pas eu tellement d'importance et qui finalement n'a pas vécu longtemps non plus, pas vécu si longtemps. Et peut-être qu'il est mort au moment où en fait c'était la meilleure partie de sa vie, parce que il avait 72 ans à peu près. Oui, il est mort en 87, donc il avait 71 ans. Donc il était sourd depuis longtemps, sourd total depuis longtemps. Cet aldol, il le prenait depuis longtemps. Donc tout ça, c'était plus une douleur. Et il avait une vie qui était la sienne et qui était simple, mais qui était, à mon avis, une vie de bonheur. Donc on lui a l'a fait en question, lui a peu donné, il lui a enlevé la vie au moment où il s'était habitué finalement à cette vie-là. Donc en fait c'est un personnage assez tragique en réalité. C'est un personnage tragique, ce père. Et d'une tragédie, c'est une tragédie inconnue, quoi. Complètement inconnue et oubliée. C'est curieux, c'est ça, que c'est une tragédie oubliée, qu'elle n'a pas du tout été évoquée après, dont même les photos n'ont pas été exposées. Voilà, c'est ce dont je m'aperçois aujourd'hui. Je me dis vraiment, c'est un personnage escamoté. Voilà. Alors pourquoi l'avoir escamoté après, je ne sais pas. Pourquoi après sa mort, justement, ou je ne sais pas. Donc c'est un personnage, oui, c'est une sorte de victime en fait. C'est une sorte de victime de la vie, quoi. Ça fait pas partie des gagnants. Voilà, et les sociétés où il y a des gagnants et des perdants, quand on n'est pas gagnant, on est perdant. Voilà, c'était quelqu'un qui était, et qui n'en a jamais conçu d'aigreur, par exemple. Voilà, je n'ai jamais entendu.
Non, 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 il n'était pas aigri, il n'était pas jaloux, donc non, c'est un de ces personnages que je ne connaissais pas et qui était mon père et que je n'ai pas encore complètement peut-être découvert. J'ai pas encore découvert peut-être toute sa destinée en fait. Voilà, parce que ces images. Déjà, ces images, elles prouvaient qu'il existait. C'était ça qui était curieux. C'est cet homme qui n'existait pas, existait plus que les autres, parce que tout le monde ne s'est pas fait arrêter par la Gestapo et tout le monde n'a pas été filmé par la Gestapo. C'est-à-dire que ça en fait quand même un homme qui a eu à un certain moment un destin exceptionnel. Parce que beaucoup se faisaient arrêter, mais Jablanca me dit qu'on les filmait jamais et ça tombe sur lui. C'est quand même, je veux dire, voilà, donc c'est la deuxième arrestation. Voilà, j'exagère un peu, mais et en même temps, si on regarde le film, si vous regardez le film sur Internet, vous verrez que c'est une arrestation très correcte, c'est-à-dire que il n'est pas frappé, il est menotté par devant, etc. Donc on voit bien que ça peut servir à la propagande allemande. Pour dire voilà, c'est des gens qui sont arrêtés, voilà. Mais on est à nouveau dans le mystère, et derrière ce mystère, il y a un homme, et il y a un homme d'autant plus dans la vidéo qui est assez bouleversant, c'est que quand on fait des arrêts sur image et qu'il y a une image qu'on agrandit et on voit le visage de la terreur comme je l'ai jamais vu. Donc il avait 27 ans à l'époque, bon il n'était pas acteur ni rien, et là il y a le visage de la terreur, et il a le visage qu'il aurait quand il aurait, avant de mourir, quand il était vieux, il était voûté, il avait la lèvre d'en bas qui était plus haute, qui descendait, et c'est un peu la tête qu'il a. Et là, si c'était une reconstitution, ça serait un acteur de génie. Il aurait, parce que c'est un acteur pourrait même pas faire ça, quoi, si vous voyez les choses. Et il y a une deuxième chose, c'est que sur toutes les images, ces images-là, par exemple, là. Voilà, on dirait que c'est moi, quand j'avais 30 ans, j'étais coiffé comme ça. C'est-à-dire, il ne me ressemblait pas beaucoup, mais comme là, le visage est un peu un bloc blanc, il y a la plantation des cheveux qui est la même, et d'ailleurs une cousine qui m'a dit mais c'est toi en fait. C'est-à-dire que sur toutes ces images c'est moi, quoi. C'est comme si c'était moi, puisque on est d'un sosie au niveau de la plantation des cheveux. Donc voilà, et comme le visage est un peu la même couleur de cheveux, c'est donc pour moi c'était d'autant plus impressionnant, et puis surtout c'était extraordinairement émouvant, parce que cette image de terreur, c'est-à-dire que c'est la terreur qu'on n'a jamais éprouvée en fait. Moi, j'ai jamais été terrifié à ce point-là. C'est une terreur que dans une vie d'homme, peu de gens connaissent. Voilà, donc ça, ce côté bouleversant aussi. Oui. Ce qui est mystérieux aussi, c'est que par la suite, s'il a été, mettons, emmené à la Gestapo, qui était rue de Paradis à Marseille. Oui. Il faut le faire quand même, 225 rue de Paradis. Oui, c'était j'y avais jamais pensé. Vous êtes la deuxième personne à me le dire, mais j'avais pas fait du tout là. Oui, j'ai pas fait du tout le rapprochement. Ça ne s'invente pas. Bon. Et pareil, là aussi, jamais parlé ensuite, quoi. Donc, on en est dans une succession. Non, et en même temps, parce qu'il faut savoir que bon, l'occupation à Marseille, c'était il y avait un chef de la Gestapo qui avait un nom allemand dont je me souviens plus, mais c'était celui qui était l'homme de main, c'était Sabiani, qui était un mafieux, et qui avait engagé 100 ou 200 personnes, selon les sources, qui étaient des petits macros de 18-20 ans. Et d'ailleurs, c'est ceux-là qu'on voit qui arrêtent mon père. C'est des gamins, quoi, en fait. Et la villa du 225 rue Paradis, c'était Salaud, les 120 journées de Sodome. C'est-à-dire que c'était des tortures, c'était ces petits macros avec des prostituées, quoi. C'était la grande fête, c'était des grandes tortures. Ils avaient pour nom, on les avait surnommés la brigade des caves. Ils semaient vraiment la terreur dans tout Marseille. Donc le simple fait d'être arrêté pour aller là-bas, c'était déjà absolument terrifiant.
Voilà, et c'est très étrange parce que pourquoi être allé chercher cet Alfred Geoffrey, rue Marius Geoffrey, catholique depuis avant même l'invention de Jésus-Christ, etc. C'est en plus un mystère. Voilà, pourquoi être allé. Autant ça aurait été une photo prise à la Libération, tout aurait été clair parce que j'aurais dit bon, c'était une honte d'être arrêté après la Libération. Bon, voilà, on pouvait l'arrêter parce qu'il avait travaillé dans une entreprise, etc. Il y avait toutes les raisons. Là, tout est mystère et ce visage de mon père est abyssal, quoi. Voilà, peu de gens ont vu leur père à ce point dans la terreur. Vous dites, je crains d'enquêter, de découvrir que peut-être Alfred a dénoncé, parce qu'il y a ce questionnement, évidemment. On dit que sous la torture, tout le monde parle. Je voudrais tellement qu'il se soit comporté en héros. Au vu du document, l'historien n'est sûr de rien. Et on est toujours revenu... Oui, parce que on peut toujours se demander pourquoi on l'a libéré, pourquoi on n'en sait rien. Alors, sous la torture, tout le monde parle. Moi, je simplifierais en disant, moi, je parle avant la torture. Donc, c'est pas tout le monde parle sous la torture. Je pense que ceux qui parlaient pas, c'est qu'il y avait des gens qui, c'est selon la façon. Je pense que ceux qui parlaient pas, c'est ceux qui étaient torturés par des gens qui les assommaient. Mais la torture pure, je pense que quelque chose près, tout le monde parle. Il y a des, je sais plus ce que je voulais vous demander. Oui, il y a des magnifiques passages aussi, voilà, sur comment dire, les moments. Il y a 2 moments, je crois, que vous expliquez dans votre enfance là, où il a été. Je me souviens plus des épisodes, mais j'imagine que c'est vrai là. Enfin, oui, vraiment, il a vraiment compté pour vous, qu'il a eu un acte. Voilà, il avait eu, je sais pas, d'acheter des croissants le matin. Ils sont très très rares. Hein. Ils sont malheureusement très rares. Ils sont très très rares. Oui. Bon, je ne dirais pas, mais ça fait un peu pathos, mais j'ai eu très peu de moments, oui, d'instants. Alors, je les ai comptés, je ne sais pas combien j'en ai, j'en ai trouvé 6, alors peut-être que j'en trouverai 12, mais il n'y en a pas 50. Quoi. Voilà, non. Mais c'était, oui, je l'ai connu très très peu avant qu'il soit à ce point éteint, quoi. Donc, voilà, mais... Puis quand je l'ai connu, il était dans un sale état psychique aussi, il était en dépression, etc. Donc, et après, donc, il a essayé sous cet aldol, donc il n'a plus été vraiment en dépression, mais il a été un peu éteint comme une bougie. Vous saviez un petit peu la fin du livre, la conclusion, ça vous l'avez un petit peu... vous avez une idée de... Oui, ça j'ai eu dès la moitié du livre, j'ai eu cette idée, je me suis dit, il faut que j'arrive à le sauver, et parce qu'il faut que j'arrive à me sauver moi. Donc il faut arriver à ce que je l'invente. Donc j'ai inventé une journée avec lui, une journée merveilleuse dans une calanque à la plage, une journée extraordinaire où j'aurais été avec lui pour le sauver, mais me sauver, le sauver. Et en réalité, ce qui m'a surpris, c'est que ça a marché. C'est-à-dire que maintenant, quand je pense à mon père, je pense à ce souvenir que j'ai inventé. C'est-à-dire qu'il fait vraiment partie de lui. C'est-à-dire que par un souvenir inventé, je suis arrivé à l'illuminer dans ma tête, et tout en sachant que c'est faux, pour moi, ça l'a changé. Voilà, donc c'est un souvenir inventé consciemment, et en fait, oui, qu'il a illuminé pour moi, et donc moi, il n'est plus du tout la même personne. Moi, j'ai vécu ce souvenir avec lui, ce faux souvenir est en moi. Voilà, donc, et fait partie de la mémoire que j'ai de lui. Voilà, parce que je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi la littérature m'a donné ça. Parce que je ne savais pas qu'elle pouvait me secourir à ce point-là. Et donc là, je suis vraiment d'autant plus étonné avec le temps qui passe, parce que c'est toujours le cas. C'est-à-dire que il est toujours éclairé par cette lumière de ce jour qu'on aurait passé à nager dans une calanque, où il m'aurait appris à plonger, où on aurait fait du scooter sur la corniche, etc. J'ai toujours cette chose fausse, elle fait pourtant partie de lui et de sa mémoire réelle pour le coup.
Ça l'illumine, ça vous illumine aussi. Enfin, Oui, enfin, au oui, sens, oui. enfin, Oui, parce que je me suis dit, à un moment, cet homme qui n'a pas eu une destinée tellement drôle, il faut peut-être, vous disiez rancœur, qu'il n'y avait pas de rancœur, mais au-delà de la rancœur, je me suis dit, est-ce que moi, je ne peux pas faire quelque chose pour lui si longtemps après ? Parce que, bon, bientôt, je serai plus vieux que lui quand il est décédé. Donc, je ne sais pas, on n'est plus si loin. Quand on atteint l'âge qu'avait son père, on n'est plus si loin de lui. Puis on a eu des enfants, donc on a une sorte de proximité. Si j'avais écrit ce livre à 18 ans ou à 30 ans, ça ne serait pas la même chose, mais je ne l'aurais pas écrit. Voilà, c'est la différence. J'en aurais été incapable, pas littéralement, intellectuellement, mais j'en aurais été incapable, j'aurais été incapable de parler de lui. Est-ce que le fait d'avoir justement écrit, Régis Geoffrey, un roman, hein, bien sûr, sur un père, trouver votre père, on peut dire, vous donne peut-être, vous n'en savez peut-être rien, hein, l'idée, l'envie peut-être de poursuivre un peu dans cette veine, peut-être d'aller plus dans des veines intimistes, justement personnelles. Quoique, moi je ne le lis pas uniquement comme ça, hein, c'est un livre sur une époque aussi, sur toute une traversée, le déroulement d'une vie, on n'est pas uniquement... Enfin, Hugo disait, quand je parle de moi, je parle de vous. Enfin, c'est très touchant. Donc, on peut tous être touchés par votre histoire, par le rapport avec le père. Mais est-ce que ça vous donne peut-être envie d'aller plus dans cette veine ou dans, enfin, vous avez ouvert des horizons? Écoutez, j'écris sur Flaubert là, donc, donc je suis un peu loin de. Un peu, oui. D'ailleurs, c'est très curieux parce que quand on se penche sur quelqu'un et qu'on regarde les choses, c'est pas du tout ce qu'on croit, Flaubert. C'est-à-dire qu'en fait, il a eu une enfance heureuse. Son père était quelqu'un qu'il aimait, il a dit d'ailleurs, il dit quelque part, les deux hommes que j'ai aimés le plus au monde, c'est mon père et Alfred Le Poitvin. Sa mère, ça a toujours été un amour fou pour elle. C'est le contraire il a toujours été quelqu'un de brillant et considéré comme tel. C'est le contraire des imbécilités que raconte Sartre dans L'idiot de la famille. C'est absolument opposé à ça. Et les preuves, on les a. Parce que c'est ça qui est curieux, c'est qu'on arrive à enquêter comme si on faisait on a toutes les notes de Flaubert de l'école. Donc on sait qu'il a eu des prix, on sait qu'il était un bon élève, on sait qu'il n'a jamais redoublé ses classes, on sait qu'il a eu son bac la première fois alors qu'il avait été viré 3 mois avant du collège. C'est-à-dire que tout est faux, quoi. Il n'était pas retardé, c'est complètement idiot. Il n'a jamais été considéré comme un idiot dans sa famille, quoi. C'est une... Voilà, et il était épileptique, c'est prouvé. Enfin, c'est très curieux de trouver de découvrir des choses. Et j'ai même découvert d'un truc. Alors, peut-être que je suis le seul à l'avoir découvert. Pourtant, c'est dans la Pléiade. Mais je me suis aperçu qu'en fait, avant d'être au collège de Rouen, Flaubert avait été à l'école parce qu'il raconte, il dit, je devais avoir 7 ou 8 ans en sortant de l'école, etc., etc. Et il y a une phrase là-dessus. Donc voilà, c'est très intéressant. Flaubert également. Et l'enfance de Flaubert, c'était un enfant aimé, c'était un enfant très doué. Et voilà, contrairement à ce qu'on nous a dit, parce que sur Wikipédia, vous voyez qu'il a une jeunesse épouvantable, il détestait ses parents, enfin, je veux dire, c'est complètement faux. Voilà, donc c'est quand même intéressant de se pencher aussi sur le père de Flaubert. Voilà. Ça fait penser à une citation de vous, là, dans Papa, justement. Une vie tient dans une phrase dont, de notre vivant, nous faisons une omelette de vent. Je pensais pas. Bah oui, souvent on tient dans peu de choses quand on est mort, et surtout mon père, parce qu'il tenait dans. Parce que ce qui était frappant, c'est qu'après son décès, donc à l'époque, les morts restaient à la maison, et il y avait des gens qui venaient, la famille défiler, et c'est vrai que les gens trouvaient rien à dire. Après, ils parlaient d'autre chose. Il n'y avait pas grand-chose à dire sur lui. Voilà, c'était très curieux. Ouais, c'était bizarre, les gens évoquaient pas de souvenirs avec eux. Voilà, je me rappelle une phrase d'un qui avait dit il avait 19 ans de moins que moi, j'aurais pu être son père. 2 ou 3 détails comme ça. Ou alors un de ses frères qui a dit il est mort comme il avait vécu, discrètement, etc. Il n'y avait pas rien n'était. C'est très curieux, quelqu'un qui s'en va comme ça. Et on dirait que personne ne le regrette et personne non plus ne se réjouit de sa mort et personne n'a rien à en dire. C'est très, très, très curieux. Et personne n'en dit rien après qu'il est mort.
Voilà. On se demande quelle était presque sa fonction. Voilà, c'est très curieux. En réfléchissant à mon père, je trouve que c'est assez curieux, comme ça, voilà, qui a pas du tout de... Et en cherchant en vidant l'appartement, dans les papiers, il y avait un poème de lui pour les 25 ans de mariage de mes parents. Puis c'était 2 ou 3 choses, mais c'était presque rien. C'est très étonnant, hein, à nouveau, qu'il n'ait pas écrit, qu'il n'ait pas laissé des... Je sais pas. Oui, la poésie ou quoi que ce soit, voilà. Mais il n'y avait rien. Et effectivement, moi, je ne me rappelle jamais l'avoir vu écrire, hein, de toute façon. Donc, je pense qu'il n'y avait pas de manuscrit caché. Mais voilà, et personne n'a jamais rien eu à en dire. Voilà, c'était effarant. C'est effarant quand on réfléchit. C'est effarant comme quelqu'un peut arriver à être effacé vivant. Voilà, c'est effacé vivant, effacé mort. Ce serait très curieux. Enfin, mais là, le livre permet de le réparer, hein, vous l'écrivez. Ce qui m'a beaucoup ce qui m'émeut beaucoup, c'est quand je vois dans les journaux, dans les critiques, Alfred Geoffrey. Et ça, je trouve ça, c'est assez... Moi, ça me bouleverse parce que son nom, Alfred Geoffrey... Donc, voilà. Justement, dans le livre, vous le nommez par son prénom, Alfred. Et le titre du livre, moi, je me posais la question, Papa, est-ce qu'il est arrivé très vite ou est-ce que c'est un titre dont vous avez eu l'idée comme ça au cours de l'écriture? Ah non, il est arrivé. De toute façon, il pouvait arriver qu'après avoir écrit la fin. Oui, bien sûr, oui. Oui, puisque c'est à la fin. Non, c'est venu. Non, au début, j'avais dit Alfred, et puis après, il m'est venu à l'esprit que ça pouvait être ça. Et puis, je me suis dit, je suis à peu près le seul écrivain français qui puisse s'appeler son livre Papa, parce que si c'était Folkinos, on m'aurait dit que c'était démagogique. Tandis que moi, vu la sale réputation que j'avais, je me suis dit bon. Oui, mais c'est un beau titre par rapport justement à l'affection. Enfin, voilà, oui. C'est totalement dans le. Mais ouais. C'est en même temps pour aller là où je devais pas aller. Hein. Ouais. C'est-à-dire que moi, si on m'avait dit que j'allais écrire un livre qui s'appelait Papa sur mon père, ah non, pas vraiment. Non, j'ai essayé d'aller jusqu'au bout et jusqu'au bout dans le titre, quoi, puisque voilà, je crois qu'il y a peu d'écrivains qui auraient pu l'appeler comme ça, voilà. Mais moi, je me suis dit, je commence à en avoir assez de la réputation qu'on me fait, surtout de cruauté. Il y en a un qui a commencé à dire ça, et alors, moi, je sais pas, voilà. Donc bon, je me suis dit, là, de toute façon, on va croire que c'est une antiphrase d'avoir mis Papa. En fait, non. Voilà. C'est un livre d'émotion aussi, mais c'est pas un livre qui tombe dans le pathos. Hein, oui, d'ailleurs, il y a quelque chose de l'ordre du. Je crois que bizarrement, il n'y a pas de livre qui s'appelle Papa qui soit pas des livres pour enfants. Je crois qu'il n'y en a pas. C'est curieux parce que c'est un mot très simple. Ni papa ni maman. Mais c'est bizarre, oui. Ouais, il y a la gloire de mon père, mais il n'y a pas papa. Papa, aux éditions du Seuil, Régis Geoffrey, très beau livre. Le roman de Régis Geoffrey, Papa, est édité au Seuil. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée mardi 11 février 2020 à la librairie Ombre Blanche. Régis Geoffrey est aussi l'auteur de Asile de fous chez Gallimard, prix Féminin en 2005, de Microfiction également chez Gallimard en 2007. Aux éditions du Seuil, il est l'auteur de Claustria en 2012 ou encore de Bravo en 2015. Microfiction 2018 a été récompensé du prix Goncourt de la nouvelle.